Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel update lecture où, comme d'habitude, je vous présente mes 3 dernières lectures. Donc ici, vous allez retrouver un livre d'urban fantasy, un contemporain young adulte, ainsi qu'un livre fantastique. Alors c'est parti, nous allons commencer tout de suite avec le 3e tome de Mercy Thompson, écrit par Patricia Briggs et paru aux éditions Milady. Donc évidemment, comme il s'agit ici d'un 3e tome, je ne vais pas trop m'étendre sur l'intrigue, en tout cas pas sur l'intrigue de ce tome, afin de ne pas spoiler ceux qui n'ont pas commencé encore cette série. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne l'avez pas commencé, sincèrement, faites-le. Ici, nous rencontrons le personnage de Mercy, qui est une mécanicienne hors pair, mais qui aussi a la particularité d'être une changeuse. Qu'est-ce qu'une changeuse? Eh bien simplement, Mercy est une métamorphe, elle peut se changer en coyote comme elle veut. Alors il y a une grosse différence avec les loups-garous qui sont aussi présents dans ce folklore, puisque elle n'est absolument pas influencée par un quelconque changement. Par exemple, les loups-garous c'est la pleine lune, elle s'en fiche, elle peut se changer quand elle veut, ça ne lui demande strictement aucun effort et ça n'est pas douloureux. Ce qui n'est pas le cas des loups-garous, puisque en fait les loups-garous, lorsqu'il y a la pleine lune, ont beaucoup de mal alors à se contenir et ont besoin donc de leur alpha, leur chef de meute. Alors ici, nous sommes dans des histoires de métamorphes, c'est vrai, on va aussi y retrouver des vampires. On est donc en fait dans une urban fantasy plus ou moins classique. Je dis plus ou moins puisque Patricia Briggs a su apporter son propre folklore au folklore que l'on connaît déjà. En fait, si vous voulez, les loups-garous et les vampires sont des peuples dans cette histoire qui sont venus d'Europe et qui ont quasiment exterminé tous les autres peuples surnaturels autochtones. Ah, j'oubliais, il y a des fées aussi, ou des fae, comme vous voulez, et en tout cas, ils ne sont pas tous super sympathiques. Bref, en attendant, Mercy, elle est la seule changeuse qu'elle connaît, en tout cas la seule comme ça qui peut se transformer en coyote. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que même si l'on a affaire à des métamorphes, eh bien nous n'avons pas trop ces relations dominant-dominé, hyper bestiales. En fait, ce que je reproche souvent avec les métamorphes, c'est que vous avez une hiérarchie qui est hyper structurée et que l'héroïne elle va toujours ne pas lui répondre, elle va toujours s'écraser devant lui et puis voilà, souvent le mâle a l'ascendant sur la femelle, vous avez ces histoires de dominant-dominé. Moi personnellement ça m'agace particulièrement, surtout lorsque les héroïnes se plient à toutes ces exigences qui sont insupportables. Mais ce que j'aime ici, c'est que déjà ce n'est pas hyper mis en avant, même si vous allez rencontrer 2 mâles alpha particulièrement possessifs et colériques pour l'un des deux. Mais Mercy s'en contrefiche de toutes les manières, c'est une coyote et pas un loup. Elle a donc décidé qu'elle ne leur appartenait pas. Et lorsque les 2 mâles alpha commencent à faire un petit peu leur cinéma entre guillemets devant elle, elle les remet vite à sa place en leur faisant comprendre que pas de ça avec moi. Et ça j'aime beaucoup parce que Mercy est un personnage qui est très fort. Elle sait reconnaître quand elle a besoin d'aide et qu'elle a besoin de ses amis. Elle n'hésite pas à les appeler même si elle s'en veut parfois, même souvent en fait, elle s'en veut de les mettre en danger. Mais elle sait aussi reconnaître ses limites et elle sait que si elle ne peut pas, elle a besoin d'aide. Mais c'est aussi un personnage qui est extrêmement fort et qui tout simplement sait dire merde aux gens et ça fait du bien. Autre point que j'apprécie énormément chez Mercy, c'est que ce n'est pas une héroïne qui est emplie de 50 000 pouvoirs différents. Sa particularité, tout simplement, c'est de se changer en coyote. Vous conviendrez que le coyote n'est pas non plus l'animal le plus effrayant et le plus fort que la Terre ait porté. Donc évidemment, elle a un flair extraordinaire et elle peut courir vite, mais à part cela, eh bien, il n'y a pas grand chose pour l'aider. Bref, nous n'avons pas ici une héroïne qui, au fur et à mesure des tomes, est en train d'acquérir des pouvoirs surnaturels. Je pense par exemple à Anita Blake qui au début n'était qu'une entre guillemets nécromancienne et qui au bout de quelques tomes est limite quasiment immortelle. Je crois même qu'elle devient plus ou moins immortelle. Là ici, Mercy doit se débrouiller avec son intelligence, ses amis, sa ruse et puis sa capacité toujours à se fourrer dans les emmerdes.
Comme dans toute urban fantasy que personnellement j'apprécie beaucoup, il y a pas mal d'humour ici et ça fait vraiment du bien. Moi c'est un trait qui pour moi en tout cas est très important dans l'urban fantasy. J'ai besoin d'avoir une héroïne qui me fasse rire, qui ait le sens de la répartie, ou même si c'est pas l'héroïne, qui ait un autre personnage qui tienne ce rôle. Quand je lis de l'urban fantasy, j'ai besoin qu'il y ait de l'action, qu'il y ait une intrigue qui tienne la route, j'ai besoin qu'il y ait un personnage auquel je sois attachée et j'ai besoin de rire. Oui je sais ça fait beaucoup de besoins et je suis très exigeante. Ceci étant dit, il y a tellement de livres sur le marché de l'urban fantasy que autant en profiter. Donc je ne vous parlerai pas plus en détail de Mercy, je ne vais pas vous raconter sa vie ni d'où elle vient, ça je vous laisse le découvrir. Mais en tout cas elle vit dans une ville où elle a un ami, Stephen, qui est un vampire et aussi elle a d'autres amis, dont Adam qui est l'alpha de la meute du coin et qui est son voisin. Elle va aussi cohabiter avec Samuel qui est en fait le fils du Maroc. Le Maroc en fait c'est l'alpha de tous les alphas entre guillemets, donc c'est un loup très dominant. Et donc eh bien nous avons deux alphas qui vont se retrouver à cohabiter. Et oui je vous le mets dans le mille, les deux alphas veulent Mercy. Alors ce qu'il y a de bien c'est que je n'en suis que tome 3 et que Patricia Briggs a réussit à démêler très rapidement ce trio amoureux, ce triangle amoureux. Elle ne le laisse pas traîner, elle ne nous laisse pas macérer dedans. De toutes les manières, ce n'était pas un point central de l'histoire, donc ça passait plutôt bien. Ça donne des situations qui parfois sont assez cocasses et amusantes puisque les deux personnages masculins sont des alphas, sont des dominants, mais ici elle a quand même vite arrêté ce petit jeu et donc nous avons dans ce tome 3 en fait le dénouement de ce triangle amoureux. Et ce que j'ai carrément adoré, c'est qu'elle l'a fait vraiment bien. C'est des personnages auxquels on s'attache et j'avais vraiment pas envie de les voir souffrir et Patricia Briggs s'en est sortie avec brio, donc ça c'était assez génial. En tout cas, ce tome 3 est au niveau des deux premiers, je ne me suis pas ennuyée un quart de seconde. L'intrigue est totalement différente de ce que j'ai lu jusque-là dans les deux premiers tomes de Mercy. L'auteur arrive vraiment à renouveler ses intrigues, c'est toujours aussi passionnant, les personnages sont bien travaillés. Bref, vous l'aurez compris, Mercy Thompson, c'est vraiment une série que je recommande. En plus, pour ceux qui, comme moi, ne sont pas vraiment romance paranormale, où finalement la romance et même parfois le sexe prennent le dessus sur tout le reste de l'intrigue, vous pouvez vous lancer dans Mercy Thompson, car comme je vous l'ai dit, même si vous avez une relation entre Mercy et un autre, voire deux autres des personnages, ça prend vraiment pas le devant. Alors certes, des fois vous avez quelques allusions, vous avez quelques paragraphes qui sont consacrés à cette romance, mais honnêtement ce n'est pas lourd, c'est très digeste, ça se fait bien, c'est léger, ça n'empiète pas en fait sur le reste du récit, et surtout elle se laisse pas marcher sur les pieds, donc ça fait plaisir. Ensuite, le deuxième tome que j'ai à vous présenter, il s'agit de Everything Everything par Nicolas Yoon et paru chez Bayard Jeunesse. Personnellement, j'ai la réédition de chez France Loisirs, mais comme je préfère la couverture de chez Bayard, je vous donne la couverture française originale entre guillemets. Donc Everything Everything, de quoi ça parle? C'est un contemporain young adulte qui est très connu maintenant, donc je pense que vous savez tous quand même plus ou moins ce que vous allez trouver dans ce livre. Pourquoi est-ce qu'il m'a attiré? Parce qu'il avait beaucoup de très bons avis et surtout qu'il permettait de parler d'un sujet médical entre guillemets, et donc ça m'intriguait. Donc pour ouvrir une parenthèse de quelques secondes sur ce genre de récit, il est vrai que depuis la parution de Nos étoiles contraires par John Green, que personnellement je n'ai pas su du tout apprécier, il y a comme une sorte de vogue pour ces récits mettant en scène des adolescents malades. Alors je suis un petit peu mitigée sur cela, tout simplement parce que je trouve que parfois les sujets abordés sont très intéressants et hyper instructifs. Par exemple, Everything Everything m'a attiré parce qu'il parlait des enfants bulles, voilà. Mais je trouve aussi que parfois, eh bien, certains de ces livres sont écrits non pas par envie de parler d'un sujet intéressant, mais plutôt pour faire le buzz, et j'ai un petit peu du mal avec ça. Et j'ai encore plus du mal quand on prend ces personnages comme ça, qu'ils soient adultes ou ados, qu'on les rend malades, qu'on sait que l'un va mourir et qu'on écrit pour faire pleurer dans les chaumières. Voilà, moi je suis un petit peu mitigée, donc je sélectionne vraiment mes lectures en fonction, parce que j'ai pas envie de lire un livre qui a été écrit juste dans le but de faire pleurer, juste dans le but de faire le buzz. Après c'est
très personnel, mais moi je ne lis pas pour pleurer, j'ai du mal avec ça, je lis pour m'évader, et donc j'avais tout de même cette crainte que eh bien, ce livre m'entraîne justement dans une histoire un petit peu à la Nos étoiles contraires qui serait faite pour faire pleurer dans les chaumières et voilà, qui me rendrait triste et j'en avais pas envie. Alors la bonne nouvelle c'est que pas du tout. En fait Everything c'est totalement l'opposé puisque c'est un livre qui est drôle et qui est totalement porteur d'espoir. La fin est excellente, on ne pleure à aucun moment et c'est assez génial. En plus il y a un retournement de situation dans ce livre de dingue auquel je ne m'attendais pas du tout et j'ai vraiment beaucoup apprécié le tournant que l'auteur a fait prendre à son histoire. En tout cas, pour revenir un petit peu sur les bases, elle va nous parler donc de ces enfants bulles. Il faut savoir que cette maladie existe réellement, alors évidemment c'est un terme de vulgarisation, il ne s'appelle pas comme ça, mais en effet ce sont des enfants qui ont un système immunitaire totalement ou quasi totalement déficient, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas affronter en fait le monde extérieur sous peine de tomber très gravement malade et sous peine d'en mourir tout simplement. Ce sont donc des enfants, on parle souvent d'enfants parce que soit le système immunitaire va réussir à se mettre en place, soit malheureusement ils vont pas forcément atteindre l'âge adulte, cela dépend, mais qui sont vraiment obligés de vivre dans une bulle stérile et je n'imagine même pas l'horreur de cette situation, de devoir rester enfermé et de ne jamais pouvoir découvrir le monde extérieur. Et je trouve que Nicolas Yoon rend cela très bien dans son livre, même si j'ai trouvé que le personnage de Maddie était quand même vachement positif par rapport à ce qui lui arrivait. Parce qu'ici Maddie prend 18 ans mais elle a quand même énormément de recul par rapport à sa maladie et on découvre en fait une Maddie heureuse dès le départ. Donc même si ça m'a surpris, après moi ça m'a fait du bien de pas rencontrer un personnage qui était au 36e dessous. Et donc comme vous le savez, puisque eh bien, c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui, Maddie va rencontrer son nouveau voisin Holly. Et cette rencontre, qui sera d'abord virtuelle, aura tôt fait de paraître insuffisante à Maddie qui en voudra plus. Alors je vous laisse suivre toutes leurs aventures, mais c'est frais, c'est drôle et surtout ça se finit bien, ce n'est pas fait pour faire pleurer et mon Dieu qu'est-ce que ça fait du bien. Je ne peux que remercier l'auteur d'avoir su écrire un tel livre. J'ai passé un excellent moment et je suis totalement ravie de ma découverte. Donc merci à tous les blogueurs et les booktubeurs qui ont donné des avis sur ce livre et qui m'ont donné envie de le découvrir, de me sortir de ma zone de confort, de mes livres d'imaginaire et de me permettre de me plonger dans ce livre-là. Enfin, je vais terminer avec le deuxième tome d'une trilogie, le tome 2 d'Instinct, écrit par Vincent Villeminot et paru aux éditions Nathan. Donc j'avais ouvert le premier tome d'Instinct il y a plus d'1 an et demi de cela et donc j'avais quand même quelques craintes en ouvrant ce deuxième tome, crainte d'avoir vu mes souvenirs s'envoler vu que je n'avais absolument pas enregistré de résumé. Mais pour autant, je n'avais rien oublié et juste le fait d'avoir relu ma chronique du tome 1 m'a permis de remettre tous les éléments en place et je me suis souvenu à quel point j'avais totalement adoré ce premier tome, à quel point les personnages m'avaient touché et à quel point je m'étais amusée avec cette lecture. Alors j'étais vraiment ravie de retrouver le trio de personnages avec Flora qui est une espèce de hackeuse de génie, avec Sharif qui est un jeune garçon totalement surdoué, loufoque et dont le nouveau but dans la vie est de devenir un samouraï, et avec Tim qui malheureusement dans ce tome va me paraître beaucoup plus fade que dans le premier, en tout cas il paraît bien fade par rapport à ses deux camarades, il faut le dire. Alors même si j'ai aimé la lecture de ce deuxième tome, je ne peux qu'admettre que je l'ai trouvé beaucoup moins bon que le premier. Pourquoi? Eh bien déjà, j'ai déjà découvert l'univers, je connais donc l'Institut de lycanthropie qui a donc pour fonction d'accueillir les lycanthropes, les gens donc qui vont se métamorphoser. Et ici vous avez des métamorphes dans vraiment toutes les espèces, donc je ne vais pas vous révéler par exemple les espèces de Flora, de Tim ou de Sharif, car si vous ne l'avez pas lu, c'est beaucoup plus amusant de le découvrir par vous-même. L'univers, le folklore a été très bien construit par Vincent Villeminot
C'est tout à fait intéressant à suivre, sauf que ce folklore, il vous l'explique, il vous le met en place dans le premier tome, et donc dans ce deuxième opus, vous êtes déjà au courant, vous êtes déjà dans le vif du sujet. Donc le premier tome ne s'arrêtait pas juste à l'introduction de son univers, puisqu'il arrivait pas mal de mésaventures en fait à nos personnages, et donc cela continue dans le deuxième tome avec une autre intrigue, sauf que l'intrigue, je l'ai trouvée pas forcément plate, mais hyper prévisible. Voilà, c'était prévisible, je savais ce qui allait se passer, je savais comment ça allait se terminer, et j'ai découvert très très tôt l'identité du traître, puisqu'il y a un traître au sein de l'Institut. Donc voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim. Je pense que par rapport à ce premier tome, j'en attendais plus. J'en attendais plus de la part des personnages, parce que même si j'ai adoré Flora, que j'ai adoré Sharif, même si Sharif commençait parfois à légèrement m'énerver dans ce deuxième tome, il m'a quand même fait beaucoup rire. Tim, lui, il paraît presque absent en fait par rapport au reste. Et puis je vous dis, l'intrigue, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu légère. Alors après, c'est sûr, je ne suis pas le lectorat cible, c'est paru chez Nathan, c'est plus pour de la jeunesse, voire du young adulte, mais à mon avis plus pour de la jeunesse. Mais j'avais adoré le premier tome, donc il n'y avait pas de raison que je pensais adorer le deuxième. Et du coup, ça a été une petite déception. Petite déception par rapport au premier tome, j'entends. Ceci étant, cela reste une très bonne lecture, il ne faut pas non plus se voiler la face, même si c'était peut-être un peu trop facile pour moi ici. En attendant, je vais essayer de sortir courant 2017 ce troisième tome, pour voir si le troisième tome va un petit peu remonter et nous offrir quelque chose d'un petit peu plus percutant et un peu plus, empli d'action. Alors voilà, j'en ai fini avec ce nouvel update lecture, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des petits pouces vers le haut si cela est le cas. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très belle lecture et je vous dis à bientôt, ciao bye.